termine avec le dernier chapitre, celui du financement et de la valeur des biens. Un retour à la normale, point d'interrogation. Pour y participer, Stéphane Chessé, président de la FNAIM Isère, Didier Munch, directeur du centre Habitat de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, et Arnaud Jouvent, directeur du marché des particuliers de la BPORA. Messieurs, je vous invite à me rejoindre pour cette dernière partie. Stéphane Chessé, président de la FNAIM Isère, le micro doit être quelque part. On parle de valeur des biens et de financement. Simplement un mot d'introduction. La France, encore un pays de propriétaires? Bonjour, merci de l'invitation. Alors la France, effectivement, est un pays de propriétaires majoritairement. Je voulais juste dire que j'étais d'accord avec ce qui avait été dit précédemment, notamment sur le président de l'UNPI et sur la Fédération française des promoteurs immobiliers dans le cadre de l'Alliance. Donc là, nous, on suit effectivement la FNAIM. Je voulais simplement dire un petit mot sur la FNAIM. Nous, c'est 10 000 agences en France. On est le premier syndicat national et la Chambre de l'Isère, effectivement, fait partie des plus grosses chambres. Donc, effectivement, on a majoritairement des propriétaires, mais je tenais quand même à préciser que quand on est sur la base de la FNAIM, nos segments, c'est 13 métiers, notamment la transaction, la gestion locative et le syndic, entre autres. Et on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais tout est lié dans l'achat, dans la gestion. On a parlé effectivement des investisseurs et des DPE dans le syndic. Donc c'est quand même, on peut difficilement cloisonner, voilà. Donc, mais là, on est sur la partie achat, donc voilà. Mais on est majoritairement effectivement un pays qui est attaché à la pierre. Les Français Malgré sont les attachés. évolutions d'usage, comme l'évoquaient certains, est-ce que vous le sentez Alors oui, également? on le sent aussi. Il y a l'encadrement effectivement des loyers, il y a l'encadrement, et puis il y a l'encadrement d'achat aussi pour la structure financière pour acheter. Donc je laisserai les intervenants en parler, mais l'achat effectivement en France est quand même important. On a eu des baisses au niveau de la transaction l'année dernière. Bon, depuis 2 ans, on a eu une baisse significative de 250 000 transactions en moins, donc la plus forte baisse depuis la Seconde Guerre mondiale, donc c'est un point important. On va se situer cette année à peu près en 31 2024, on est à peu près à moins de 800 000 à peu près transactions. La cadence moyenne, c'est à peu près 950 000. Et pendant le Covid 2021, on était à 1 250 000, on avait le record absolu, mais qui était un petit peu hors, voilà. Ce qui fait qu'effectivement, on va arriver à notre sujet, c'est les prix par rapport à l'investissement et le financement bancaire. Voilà, je peux développer si Oui, parce que justement, voilà. pour le dire, en 2024, on était, enfin 2024-2025, c'est la charnière entre une Oui. hausse des taux très forte et depuis en tout cas la fin d'année 2024, un retour à une baisse des taux. En tout cas, vous, de votre point de vue, comment vous avez observé l'effet de cette variation des taux sur la valeur des biens, au-delà des volumes Alors que voilà. vous avez évoqués, sur la valeur? Est-ce que il y a eu un rattrapage sur la valeur? Pas tout à fait. En fait, le problème, c'est pas tant les taux d'intérêt, parce qu'en fait, les banques jouent le jeu, c'est pas le sujet. On a parlé, je crois, on va parler un petit peu des primo-accédants. C'est en fait la valeur des biens qui reste en fait sur des valeurs de 2021-2022 qui sont extrêmement importantes. Sachant qu'en fait, mon collègue a parlé tout à l'heure de l'encadrement, des loyers, je parlerai aussi de l'encadrement de l'achat, parce que chez nous, en France, on a une particularité pour protéger aussi le consommateur, c'est qu'en fait, quand on souhaite acheter, bah, comme chacun le sait, on est sur une base de 33 d'endettement. C'est déjà un premier paramètre. Le deuxième paramètre, on peut emprunter au maximum sur 25 ans et on a notre taux d'intérêt. En fait, la variable d'ajustement, c'est en fait le prix du bien qui effectivement a baissé, pas partout, mais sur l'Isère est encore un petit peu fort, ce qui fait qu'en fait, la compensation par la baisse des taux n'est pas encore suffisante parce que les prix n'ont pas encore baissé, sachant qu'en plus, le marché l'année dernière a été maintenu pour partie par les primo-accédants, je crois on va en parler. Les primo-accédants, effectivement, ont maintenu le marché de la transaction, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau de l'Isère, avec une particularité, c'est que les primo-accédants, qui sont ceux qui achètent la première fois, qui sont pas forcément jeunes, 20-25 ans, ça peut être 30-35. On a des personnes qui achètent de plus en plus tard.
mais qui n'ont pas de biens à vendre, donc c'est beaucoup plus facile. La corrélation, c'est qu'en fait, mécaniquement, les prix, qui sont financés, enfin les montants qui sont financés sont plus bas. On Mmh. peut rarement, enfin, c'est plus rare, disons, prenez un petit peu un exemple, c'est un primo-accédant commençant sur 500 000 ou 700, enfin, voilà, c'est plus rare. Mmh. Voilà, donc en fait, c'est ça un petit peu. Arnaud Jouvin, de la BPORA, bonjour, merci de participer. Peut-être faites-nous un état des lieux, un point d'étape, sur, les taux, Ouais. on en parlait, en particulier. On en est où, actuellement? Puisque ça a évolué quand même assez, rapidement d'un mois à l'autre depuis la fin 2024. Alors c'est vrai. Alors tout d'abord, en fait, pour comprendre l'évolution du taux, il faut comprendre le fonctionnement, le fonctionnement d'une banque et pour voir l'impact sur les taux. Tout d'abord, en définitive, le 2024, ça a été marqué par le poids à la fois du réglementaire, mais aussi le poids du coût de la ressource. Le réglementaire, c'est quoi? C'est l'HCSF. Donc l'HCSF, c'est ce que vous disiez, c'est le taux d'endettement. Euh, je le résume parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais on va dire que c'est le respect du taux d'endettement. Deuxième point, c'est le taux d'usure. Donc en fait, on a été contraint en 2024 effectivement de ne pas pouvoir impacter complètement les hausses de taux de ressources et donc en fait, le taux d'usure nous ont contraints en définitive dans les marges et ce qui ne donnait pas forcément envie aux banques de distribuer. Et puis troisième point, c'est les DPE effectivement qui commencent à s'intégrer très concrètement. Donc notamment sur le locatif, effectivement, les banques sont beaucoup plus exigeantes qu'avant dans la distribution du crédit. Et puis, comme je vous l'ai évoqué, c'est surtout le coût de la ressource qui impacte le taux. Tout d'abord, en fait, pour comprendre comment ça fonctionne, c'est que l'épargne dans les banques, la plupart des banques, en définitive, sont suremployées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en quelque sorte, on a de l'épargne dans nos livres, et grâce à cette épargne, on peut prêter. Quand je dis suremployé, ça veut dire qu'en fait, globalement, en gros, on est obligé d'emprunter sur le marché de 20%. L'épargne qui est dans nos livres, elle a un coût. Donc souvent pour les banques, le poids du livret A pèse lourd. Et c'est vrai que quand le livret A est élevé, bah forcément, effectivement, nos marges, pour les maintenir, il faut monter les taux d'intérêt de crédit. Et ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce livret A, vu que les taux étaient élevés, ont attiré des mouvements de fonds considérables sur ce livret A de l'épargne classique des Français. Et le livret A, en fait, ce n'est pas de la ressource bilancielle pour les banques à 100%, puisque la moitié qui est redistribuée ailleurs, qui nous échappe. Et donc, en fait, eh ben, on est toujours obligé de s'endetter, enfin de prendre en définitive de la ressource là où que nous n'avons pas à des taux relativement élevés. Et donc, pour comprendre en fait ce qui se passe, c'est qu'on est obligé en fait de prendre de la ressource qui est relativement chère, et donc il y a un impact sur les taux. Depuis 2024, si on regarde, en fait, le taux moyen en France était autour de 3,70 en moyenne sur 2024, mais avec un début d'année extrêmement élevé, avec des taux supérieurs à 4 en moyenne, et une fin d'année qui s'améliore très grandement. Les années début 2025, on est plutôt sur des bases autour de 3,20 aujourd'hui constatées, avec des durées moyennes importantes, puisque la durée moyenne de l'emprunt tourne autour de 22-23 ans. Donc ce qu'il faut voir, c'est que cette variabilité, en définitive, c'est ce que vous évoquez, on ne peut pas dépasser les 25. Et donc, comme le taux d'endettement est à 35%, bah, en gros, c'est effectivement le coût de l'investissement initial qui fait foi presque sur cela. Donc, une baisse très importante des taux. Dans les bonnes nouvelles, c'est que normalement, en définitive, quand j'évoquais le coût de la ressource, elle devrait plutôt baisser, puisque le livret A, normalement, est amené à baisser. Et que de ce fait-là, effectivement, sur l'année 2025, normalement, les banques vont pouvoir avoir une meilleure marge sur le coût de leurs ressources. La petite incertitude, c'est effectivement l'instabilité politique actuelle qui fait qu'en définitive, ça impacte les banques françaises, puisque les banques françaises doivent se refinancer à des coûts relativement élevés, on est moins bien noté qu'avant. Et donc, en définitive, le suremploi a un coût relativement élevé et risque de limiter cette baisse de taux. Merci. Didier Mouche de la CERA, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Bon, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais effectivement, on le sentait, une timide relance du marché. Et pour être concrétisé, qu'est-ce qu'il faudrait? Quels sont les signaux qui encourageraient à une reprise selon vous? Je pense que les signaux aujourd'hui, déjà bonjour à tous. Les signaux qui encouragent une reprise sont, je pense, plutôt déjà présents.
Donc il faut rester optimiste dans le marché qui est le nôtre. On est quand même sur une tendance de taux qui est structurellement baissière. On est face aujourd'hui, comme Arnaud l'a expliqué, face à des incertitudes qui sont assez conjoncturelles, liées aussi, alors, il en a parlé, de la dégradation de la note de la France, mais également à des circonstances un peu plus internationales. Le protectionnisme américain qui fait peur, l'Allemagne qui, pour la deuxième année de suite, en fait, affiche une croissance en léger repli, qui font que temporairement, l'OAT, l'indice donc de référence des taux longs, en 3 mois est passé de 3,05 à 3,50. Donc forcément, donc Arnaud parlait de refinancement. Pour les banques aujourd'hui, c'est un vrai frein. Pour autant, et je pense que la bonne nouvelle qu'on a pu voir en 2024, c'est que tous les interlocuteurs du financement sont revenus sur le marché. Et donc aujourd'hui, la concurrence joue son rôle, il joue à plein, et donc il y a une vraie offre. Et donc vous parliez de signaux positifs. Je pense qu'aujourd'hui, les primo-accédants, puisqu'on en a parlé aussi tout à l'heure, on en reparlera peut-être de manière un peu plus disserte, euh, pèsent 75% en Auvergne-Rhône-Alpes et sont très 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 recherchés par toutes les banques, avec des solutions de financement qui sont à la fois peu coûteuses aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'efforts de tarifs qui sont faits vis-à-vis d'eux et des solutions également techniques dans les prêts qui tendent à faciliter leur acquisition. Sur le Bien prêt à taux évidemment, zéro notamment? sur le prêt à taux zéro, sur des formules de lissage, sur des formules de prêt qui sont octroyées en raison de l'âge et de la qualité de primo-accession, sur des taux qui sont bonifiés. Enfin voilà, il y a une forte concurrence aujourd'hui et en fait, le bénéficiaire principal, c'est l'acquéreur aujourd'hui. Voilà. Et donc, on parlait tout à l'heure de statistiques par rapport à la primo-accession. 75%, je vous disais, en Auvergne-Rhône-Alpes, on surperforme la moyenne nationale puisque c'est 70% au niveau national. Et aujourd'hui, en Auvergne-Rhône-Alpes, 49% des accédants en 2024 ont moins de 35 ans. Mmh. Donc je pense que ce sont des signaux qui sont quand même, somme toute, très positifs. On en parlait tout à l'heure justement, sur, le niveau d'apport, qui pouvait être, différent. Qu'est-ce que vous constatez, Voilà. Au sein de ces primo-accédants, sur en les fait, primo-accédants? Oui. bien sûr, au sein de ces primo-accédants, ceux qui s'en tirent le mieux en 2024 sont ceux qui sont le plus argentés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le retour, comme on a pu connaître il y a 5 ans ou 10 ans, des dossiers en surfinancement pur, où il ne fallait pas préparer son acquisition, enfin, ces dossiers-là, il y a peu de chances qu'un jour ou l'autre, on puisse les revoir arriver de manière relativement importante. Donc aujourd'hui, pour acheter de l'immobilier, pour rentrer dans l'immobilier, en grande partie par rapport au prix, hein, ce qui est évoqué, il faut le préparer, son investissement en fait. Et donc le préparer, ça veut dire avoir des niveaux d'apport. Au niveau national, le niveau d'apport global est de 22%. Entre 2022 et 2024, le niveau d'apport est passé de 48 000 euros à 62. Alors ça ne veut pas dire grand-chose parce que qu'on mette 48 000 euros dans un achat à 600 000 euros ou dans un achat à 200 000 euros, ça n'a pas la même proportion. Ce qui est intéressant, c'est la tendance. C'est la tendance globale d'augmentation de l'apport. Donc le marché est ouvert. Il est d'autant plus ouvert si on a préparé son acquisition immobilière. Mais je pense que c'est un propos qu'on tenait déjà un petit peu l'année dernière. On ne peut plus arriver aujourd'hui à se dire je suis locataire, j'ai un crédit voiture, j'ai pas d'argent de côté, j'ai 28 ans, 29 ans, 30 ans, 35 ans. Ah bah tiens, je vais acheter mon appartement. Non, ça marche plus. Mais ça marche plus déjà depuis quelques années. Mmh. Justement sur ce tapis rouge aux primo-accédants, pour, 2025, ce sont eux qui, poussent les portes de vos agences, actuellement? Alors ce sont eux, pas que, mais c'est vrai qu'ils sont de plus en plus attentifs dans le cadre effectivement des financements, à l'achat en lui-même, mais éventuellement, bah, alors bien après il y a les frais de notaire qu'on appelle les DMTO, bon, qui sont incompressibles, mais il y a effectivement les travaux. Effectivement, les travaux, en fait, quand on fait un achat raisonné, c'est le prix d'achat plus les DMTO plus les travaux et on voit à peu près l'enveloppe, globale et c'est vrai que les banques, sont très attentifs effectivement si, il y a une enveloppe travaux, parce que c'est un point important et puis les primo-accédants, mais pas que, font de plus en plus attention aux lettres, F, G, E, parce que si demain ils souhaitent le remettre en location, c'est un point important. Et puis avec les travaux de copropriété qui arrivent, donc qui sont à financer, donc il y a de plus en plus de questions sur le sujet qu'il n'y avait pas il y a plusieurs années, enfin même en arrière, ça arrive de plus en plus souvent. Même des jeunes, même sur les taxes foncières. C'est un point important, sur les charges de copropriété, c'est de plus en plus parce qu'effectivement dans les budgets, ça c'est un point important. Voilà, si effectivement dans l'AG a été voté ou seront votés effectivement une toiture, si, il y a ce sont des points importants qui seront à financer. Donc les acquéreurs sont effectivement, très vigilants, bah, de plus en plus vigilants
Mais les banques, de toute façon, les financeurs en sens large sont aussi vigilants et c'est tout à fait normal pour faire une bonne acquisition. Mais globalement, les primo-accédants, avec un bon dossier, il y a pas de souci majeur. Enfin, je dis pas que c'est facile, mais bon, il y a pas de voilà. Je voudrais juste rajouter à ça qu'on parlait de HCSF tout à l'heure, de contraintes qui étaient portées. Il y a quand même malgré tout une poche de liquidité de 20 de dérogation qui est aujourd'hui utilisée à 16,9 rapport de la Banque de France de la semaine dernière et ça joue à plein. Réellement aujourd'hui, il y a très, très peu de dossiers qui sont, arrêtés par rapport à ce genre de choses. Donc la notion du 35 on parlait de 33 puis de 35, je vais même aller au-delà, du 35 il y a rien qui empêche une banque aujourd'hui de prêter au-delà de 35 dès lors que, les fondamentaux du dossier sont bons et notamment le reste à vivre. Voilà, en tout cas, nous, à la caisse d'épargne, ce qui est sûr, c'est qu'on ne se fait pas d'obstacle de ce genre de choses et je crois savoir, parce qu'on est aussi en concurrence sur ces dossiers-là, que nos concurrents et nos confrères ne se posent pas trop de problèmes là-dessus. Mmh. Arnaud Jouvin, justement, le mot de la fin, là-dessus, quand on a un projet immobilier pour, les personnes, qui sont dans la salle ou qui nous, regardent en ligne, leur partenaire, bancaire, leur banque, a un rôle de conseil aussi dans l'intégralité, du projet, pour, ne pas seulement voir, le prix d'acquisition, mais également, tous les frais annexes, que ça peut représenter? Ouais, tout à fait, parce qu'on a un rôle de conseil, en définitive, lors de l'investissement de nos clients et dans ce rôle de conseil, bien entendu, les impacts, du coût ou de l'énergie notamment, rentrent en ligne de compte. Ça change un peu le métier? Alors ça change énormément le métier. Souvent, on trouve des partenaires autour de nous, justement, pour nous accompagner, en fait, justement, dans ce conseil. Ces partenaires peuvent être étatiques d'ailleurs, tout comme effectivement des partenaires privés. L'objectif, bien entendu, c'est que un de nos objectifs principaux, dès lors notamment on parlait du DPE dégradé, en fait, c'est de trouver des solutions pour nos clients justement pour, faire en sorte que le coût d'énergie, de leurs biens, en fait, s'améliore et du coup, on trouve des partenaires. On a souvent parfois aussi des enveloppes bonifiées qui permet justement de trouver des financements sur la rénovation énergétique des biens à des coûts moindres en définitive que les taux ordinaires pour justement inciter le client à le faire. Une des problématiques que l'on rencontre en définitive là-dedans, c'est la récupération du nouveau DPE. Il est, allez, on va dire normalement légalement obligatoire lorsque on fait du locatif. Par contre, en fait, quand c'est de la résidence principale, une fois qu'on a acheté le bien qui est F ou G, pour récupérer le DPE, ce n'est pas obligatoire et donc le client souvent ne le fait pas. Et donc nous, justement, l'amélioration de la note, on ne le constate pas après puisque tout simplement le DPE n'est pas fait sur de la résidence principale. À titre d'information aussi, on constate un net regain ces derniers temps, depuis que la loi est passée, des DPE non renseignés. Il y a sans doute une sorte oui, d'inflation de ces DPE non renseignés, sans doute effectivement de manière assez étrange, on va dire, intéressée, puisqu'en fait, on voit que la part des DPE non renseignés dans nos financements progresse très fortement pour échapper justement à la législation. Très bien. Merci beaucoup à tous les 3 pour cette, dernière partie. On touche, à la fin, de, l'IMO en vue, cet événement, cette 5e édition de l'événement. Je voudrais vous rappeler, simplement que l'ensemble des sujets que nous avons évoqués, est présent dans ce guide de l'immobilier, l'actualité de l'immobilier, réalisé par Les Affiches et que vous avez en supplément des affiches, cette semaine, demain en kiosque, dès aujourd'hui pour, nos abonnés. Donc l'ensemble des prix secteur par secteur, les actualités de l'immobilier et même quelques conseils d'aménagement et de décoration. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants de cette matinée, remercier également les petites mains de l'organisation de cet événement, que ce soit Cathy Levé de la Chambre, Clémence et Sarah du pôle événement de la compagnie des médias, Maël, notre vidéaste et community manager qui a parcouru la salle au même titre qu'Eric, notre photographe qui est en train de prendre les derniers intervenants en photo. Et puis à toutes celles et ceux qui ont prêté main forte d'une manière générale. On va clore cet événement en digital. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Et juste après la clôture de l'événement, là, le petit mot de la fin de maître Audrey Hove, vice-présidente de la Chambre interdépartementale des notaires du Dauphiné. Je vous en prie.
Eh bien, écoutez, la session va se conclure. Donc, je remercie tout le monde d'avoir participé à ces échanges très, très riches. Je remercie également ceux qui nous ont suivis en live. Et puis, surtout, je remercie tous les intervenants, la qualité de leur analyse et puis leur participation, bien évidemment. Donc, eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à conclure cette édition et puis à vous donner rendez-vous pour la prochaine édition, la 6e édition, l'année prochaine. On peut donc conclure et également participer à un petit verre en commun pour prolonger nos échanges. Je vous remercie. Au revoir. Merci à tous.